Arsène Secaldi, avocat au barreau de Paris. Maître, vous êtes un grand connaisseur de la situation en Afrique en général, la situation internationale en général, parce que ce que vous ne dites pas, c'est que vous êtes avocat international. La situation au Sahel a connu et connaît des développements tous les jours, pratiquement tous les jours. Il est difficile aujourd'hui de faire un état des lieux, tellement ça va vite. On ne comprend plus très bien ce qui se passe. Euh, Ça vous rappelle quoi? On se souvient que quand la France a attaqué le guide libyen, vous aviez déjà fait une sortie en disant on en reparlera encore dans 10 ans. On a l'impression que vous étiez mage, hein, parce que 10 ans après, on est toujours embourbé dans cette... Si vous voulez, le péché originel, c'est l'intervention de l'OTAN en Libye. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, à le dire ou à l'avoir dit, puisque le président Obama a déclaré que la pire faute de ces 2 mandats, c'était l'intervention en Libye. Vous en avez vu le résultat. Résultat pour les Libyens d'abord, résultat pour l'ensemble de la sous-région, car les victimes sont les populations civiles. Les États de la sous-région se trouvent dans une situation de déstabilisation, qui n'est pas prête d'ailleurs de s'arrêter, car tant que le chaos libyen continuera, la déstabilisation des pays du Sahel se poursuivra, pour une raison très simple. Trafic d'armes, trafic de munitions, trafic de drogue, trafic d'êtres humains. C'est le couloir mortifère qui part des pays du Sahel et qui débouche en Libye. Mais vous savez combien d'Africains qui actuellement se trouvent en Libye dans l'espoir de pouvoir rejoindre l'Europe? Combien sont morts lors de ces traversées? Mais qui y met fin? Et qui est la cause de cette situation? C'est l'intervention en Libye de l'OTAN. Vous savez, quand on a décidé de d'intervenir, lorsque l'OTAN a décidé d'intervenir avec la France, qui a été toujours en pointe dans cette affaire, on ne s'est pas préoccupé de l'avenir. Hein. On a regardé à court terme les gains électoraux que cette intervention pouvait apporter à Nicolas Sarkozy, qui devait se présenter à l'élection présidentielle une année après. Je vous fais remarquer d'ailleurs que ça avait marché en Côte d'Ivoire avec l'intervention française. Eh bien parfait, ça marchait en Côte d'Ivoire avec l'appui de toute la classe politique française. Eh bien, cela donne à la personnalité, à l'action et à l'image du président une ampleur accrue. On intervient en Libye. Mais quel était le résultat? Vous savez qu'il n'y avait pas de solution alternative. Moi, je veux bien que l'on destitue, que l'on remplace tous les tyrans du monde, mais à la condition de mettre en place une alternative crédible. Vous avez vu ce qui s'est passé en Irak? Je ne veux pas soutenir Saddam Hussein, non, pas du tout. C'est parce que là, on connaît les crimes de Saddam Hussein, on connaît le régime de Saddam Hussein. Mais une fois qu'on s'est débarrassé de Saddam Hussein, qu'est-ce qu'on a fait? Le pays a été plongé dans le chaos. Il continue d'ailleurs de l'être à intervalles réguliers. Alors les populations du Sahel, la déstabilisation du Sahel, c'est la conséquence directe de cette intervention. Moi je ne comprends pas d'ailleurs, tiens, vous parliez de droit international, vous savez que les pays du Sahel, sur le plan international, pourraient réclamer devant la Cour internationale de justice la réparation des dommages causés par l'intervention de l'OTAN, c'est-à-dire aux pays membres de la coalition. Pourquoi ils ne font pas? Peut-être parce qu'ils savent qu'il faut, parce que peut-être qu'ils ne savent pas qu'il faut le faire. Peut-être aussi que pour des raisons de politique, ils ne veulent pas le faire. Mais je vous dis que cette action serait particulièrement fondée. Prenez l'exemple du Mali. Le Mali est divisé en deux. Le Mali est divisé en deux. L'État malien n'est plus présent au nord, à Kidal. Il n'y a plus d'éducation, plus de cours. Vous avez des populations qui sont laissées en état de déshérence. Quand les populations sont laissées en état de déshérence, que se passe-t-il?
eh bien, le moindre, ils prennent une Kalachnikov, ils voient des groupes passer, puis après tout, on fait qu'une Kalachnikov, on arrête les voitures, on les rançonne, ben on gagne plus que si on devait travailler alors qu'il n'y a pas de travail à côté, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais les responsables, donc, ce sont ceux qui sont intervenus en Libye en 2011, mais leur responsabilité s'est poursuivie dans le temps. Lorsque vous avez eu ces mouvements djihadistes et cette offensive ou ces offensives djihadistes vers Bamako, vers le centre du Mali, qu'est-ce que l'on a fait pour l'armée malienne? Est-ce qu'on a donné à l'armée malienne les moyens qui lui étaient nécessaires? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'on donne à l'armée malienne les moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme? La réponse, elle est négative. Même chose pour le Burkina Faso, même chose pour le Niger. On ne donne pas à ces armées les moyens d'agir de manière autonome. C'est bien la force, le G5 du Sahel. Je l'avais préconisé, j'en avais parlé déjà il y a 2 ou 3 ans, mais pas de la manière dont c'est organisé. Comment il faudrait faire? Comment il faut le faire? C'est d'abord très simple. Vous savez, vous n'avez pas besoin de 50 000 hommes. Il faut une force interactive, 3 000 hommes, les moyens héliportés et aéroportés nécessaires, les moyens de communication. Il suffit de mettre les moyens financiers à l'appui de la constitution de cette force. Mais la France doit tout faire. C'est là où vous vous apercevez que l'Union européenne est totalement absente. L'Union européenne a les moyens financiers, a les moyens humains, que fait-elle? Rien. Peut-être parce qu'ils considèrent depuis le début que ce n'est pas leur affaire. Ils considèrent que ce n'est pas leur affaire. C'est le problème de la France, c'est notre ancien précaré. Débrouillez-vous, et de toute façon, vous êtes à l'origine de cette pagaille. Exactement. Alors, débrouillez-vous. Ouais. Bien. Ça, c'est la première observation. Mais l'ONU qui est chargée du respect de l'ordre et de la sécurité internationale, la MINUSMA, 10 000, 12 000 hommes, que font-ils? Ils sont enfermés dans des camps et ils ne font rien. Ils n'agissent pas sur le terrain. C'est un territoire énorme, le Nord Mali. C'est un territoire, vous savez, le Nord Mali, c'est 575 000 km². La France, 550 000 km². Est-ce que vous pensez, prenez l'exemple de la force Barkhane, est-ce qu'une force de 4600 hommes peut contrôler un espace grand comme la France? C'est impossible. Alors si vous ajoutez à cela le Nord-Niger, ses frontières ouest vers le Mali, le nord du Burkina Faso, ses frontières nord vers le Mali également, vous arrivez à un territoire de 800 000 km². Comment voulez-vous que les 4600 hommes de la force Barkhane puissent le contrôler de manière efficace? Ce n'est pas possible. Donc si les forces de l'ONU avaient les moyens qu'on donnait aux forces de l'ONU, n'ont pas les moyens, parce que la MINUSMA coûte très cher au budget de l'ONU. C'est du budget sonusien. Vous savez, chaque pays envoie, toujours les mêmes d'ailleurs, un contingent d'hommes. On les paye pour ça. Les militaires sont contents parce que dans le cadre d'une mission extérieure, leur solde est triplé, voire quadruplé. Le différentiel est pris par le budget des États. C'est parfait. Bien. Et quelle est leur fonction? L'ONU aura les moyens de créer une force. Vous donner un exemple ancien sur le plan international. Au moment de la guerre de Corée, elles sont intervenues. Mais regardez depuis quelques années les conditions d'intervention des forces onusiennes. Regardez la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'intervention. Aucun résultat sur le conflit. Aucun résultat sur les massacres. Alors, on parlait des interventions onusiennes, oui, et des loupés des interventions onusiennes, un peu absentes aussi bien au Nord Mali qu'en RDC. Concrètement, ils servent à quoi? Mais à rien. Si vous voulez, c'est la bonne conscience onusienne. C'est à la fois la bonne conscience onusienne et moi ce que j'appelle le business onusien. Parce que ça fait intervenir beaucoup de monde, des fonctionnaires qui se déplacent, des organisations,
association, c'est le business onusien. Voilà, l'ONU fait du business, vous savez, par tous les corps qui lui sont agglomérés. Quel est le résultat pratique sur l'ordre et la sécurité qui est à l'origine de leur intervention? Néant. Néant. Alors, quand ils s'en mêlent, qu'est-ce que ça donne? Ça vous donne, par exemple, pour le Mali, les accords d'Alger. Mais je vous demande de lire les accords d'Alger. Je vous demande de les lire à la fin. L'ONU, l'Union européenne, la France, je mets de côté, si vous voulez, l'Algérie, le Burkina Faso, etc., se sont engagés à intervenir, de donner les moyens nécessaires à la mise en place de ces accords. D'abord, la mise en place de cet accord, le premier objectif, c'est la restauration de l'ordre et de la sécurité. Ça, c'est le premier objectif. Bien. Ensuite, vous savez, on vous décline tout ce qui est habituel concernant la représentativité des populations. Mais enfin, voyons, on demande au Mali d'avoir 2 assemblées, une assemblée nationale et un Sénat. 2 assemblées, ça coûte toujours plus cher qu'une seule assemblée. Est-ce qu'on donne les moyens au Mali de le faire? La réponse est négative. Et en même temps, on reproche aux autorités maliennes de ne pas mettre en œuvre les accords d'Alger. Créer la régionalisation, ça suppose des moyens. Il faut créer des assemblées régionales. Il faut prévoir des indemnités aux conseillers régionaux. Il y a des dépenses de fonctionnement de l'administration elle-même. Vous imaginez ce que ça représente pour le budget du Mali et par rapport à quoi? Vous avez certaines zones dans le nord du Mali où vous avez une population de 50, 60, 80 000 habitants, 100 000 habitants, 150 000 habitants. Comment pouvez-vous mettre en place un conseil régional qui disposerait d'une autonomie financière avec de telles populations? C'est pas possible. On a confondu régionalisation et décentralisation. Voilà des confusions. Mais vous savez, moi j'ai dit souvent la guerre concernant la guerre faite à la Libye, parce que moi je ne parle pas d'intervention en Libye, je parle de guerre faite en Libye, faite à la Libye. Bien, ça n'a pas bouleversé les consciences. Aujourd'hui, lorsque la France est intervenue, je vous rappelle également, comme en Côte d'Ivoire avec Gbagbo, que c'est sous les applaudissements de l'ensemble de la classe politique. Et depuis que nous connaissons cette situation en Libye, ce que nous avons fait, est-ce que notre Parlement a fait ce qu'a fait le Parlement britannique? Est-ce que le Parlement français a décidé d'instituer une commission d'enquête sur les conditions d'intervention de la France? La réponse est négative. Les Anglais l'ont fait. Les Anglais l'ont fait et mis en exergue les responsabilités. Responsabilité de Tony Blair et de Nicolas Sarkozy. Mais dans le même chemin, si vous voulez, dans le même temps qu'on faisait la guerre à la Libye, souvenez-vous qu'il y avait la Syrie et que la France a trouvé le moyen de rompre ses relations diplomatiques avec la Syrie. Ça ne permettait pas d'avoir des dialogues peut-être constructifs avec le pouvoir en place, et on est arrivé à une situation telle, d'ailleurs à ce propos, que Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a fait une déclaration en disant que Al-Nosra, qui est une filiale d'Al-Qaïda, faisait du bon travail en Syrie. Non mais est-ce que vous voyez, cette espèce de pathos? Oui, parce que la France sous-traitait sa présence en Syrie à Al-Nosra. Mais oui, mais c'est une espèce de pathos où vous n'avez pas de ligne directrice, où vous n'avez pas de colonne vertébrale, où vous avez une diplomatie au jour le jour et qui répond à des éléments d'émotion conjoncturelle et non pas aux bases et à l'assise de ce que doit être une politique internationale. C'est l'impression qu'on a avec la convocation du G5 Sahel APO. On a l'impression que Macron, il n'a rien vu dans cette histoire. On a l'impression que c'est l'émotion qui dirige maintenant. Mais c'est l'émotion qui dirige, pourquoi? Parce que, si vous voulez,
nous sommes dans la quadrature du cercle. Comment voulez-vous que le président de la République française, aujourd'hui, dise « Nous sommes dans cette situation parce que l'Union européenne ne fait pas ce qu'elle doit faire ». Bien, pas possible. Tout le monde, dans la majorité présidentielle, saute sur ses chaises comme des cabris, dirait le général de Gaulle, pour dire l'Europe, 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 l'Europe. Comment voulez-vous qu'ils le disent? Comment voulez-vous qu'ils disent à la commissaire européenne aux affaires internationales, vous êtes une nulle? Comment se fait-il que vous, comme vos prédécesseurs, n'ont jamais été capables de se faire entendre sur le plan international? Comment pouvez-vous avoir laissé à la Russie le rôle qu'elle joue? La Russie joue ce rôle-là, elle peut jouer ce rôle-là, d'abord parce qu'elle a un président pour qui les choses sont simples. Le curseur se trouve dans une direction où se trouve l'intérêt de la Russie, où se trouve l'intérêt de l'Union européenne. L'intérêt de l'Union européenne, c'est que ses frontières du Sud, c'est-à-dire les pays du Sahel, soient sécurisées, que les pays du Sud, les pays de ces frontières du Sud, puissent se développer pour éviter justement que les populations tentent et veuillent à toute fin rejoindre l'Europe au péril de leur vie, en faisant en même temps la fortune des passeurs, en faisant la fortune des trafiquants d'êtres humains. Quelle est la voix de l'Union européenne? Vous l'entendez? Elle est totalement inaudible. Totalement. Et surtout, ce qui me frappe, vous savez, c'est que quand on aborde ces sujets, on s'aperçoit que ceux qui sont en charge de la résolution de ces problèmes font totalement abstraction à ce qu'est la réalité socio-culturelle des populations auxquelles on s'adresse. Prenez là encore l'exemple de la Syrie avec la constitution du gouvernement de l'Union nationale. On adore ce genre de mots, l'Union nationale, l'Union pour la paix, etc. Ça c'est un verbatim exceptionnel. Le gouvernement de l'Union nationale, il a été constitué en Libye? Non. Au Maroc. On a mis à sa tête Sarraj, maintenant tout le monde le connaît, en oubliant que Sarraj est d'origine turque. Vous savez que la société libyenne, la base de la société libyenne, ce sont les tribus, avec un système de relations extrêmement complexe, à la fois entre elles, avec le pouvoir, l'autorité, etc. Comment vouliez-vous que ça marche? C'est pas possible. Si vous me dites, bon, il y a peut-être une explication, parce que celui qui a mis en place ce puzzle, c'est un Allemand. Je comprends. Un Allemand n'était peut-être pas la personnalité, si vous voulez, idoine pour s'occuper de ce sujet. Mais il avait été désigné par le secrétaire général de l'ONU. On ne sait pas peut-être, non, qu'on aurait pu mettre un Africain, une Africaine, on aurait pu mettre, je ne sais pas, un Égyptien, on aurait pu mettre un Marocain, voire un Algérien, voire un Tunisien. Mais c'est surtout qu'on a laissé faire quelque chose d'absolument incroyable. On a un gouvernement qui est opposé à son assemblée. Mais oui, mais parce que, si vous voulez, mais ça c'est la communauté internationale. Vous savez, on parle, c'est le mot qu'on en parle. On parle, la communauté internationale condamne, regrette, etc. La communauté internationale, en réalité, ce n'est qu'un agglomérat de conflits d'intérêts qui se juxtaposent, mais qui ne sont pas pour eux entre eux. Bien. Quel est le paradoxe? Vous avez un gouvernement, vous avez des élections qui ont eu lieu en Libye. Une assemblée est issue de ces élections, immédiatement reconnue par la communauté internationale. Bien. Puis ensuite, on va faire un gouvernement d'union nationale, puisque les Libyens sont incapables de le faire. Et on fait cette espèce de deal à deux têtes, une assemblée dont la légitimité a été reconnue par la communauté internationale, et un gouvernement qui a été, lui, mis en place par
la même communauté internationale. On est loin d'un processus démocratique. On pourrait penser que dans le cadre d'une procédure démocratique, le gouvernement, justement, devrait être issu de l'Assemblée, issu du scrutin et du vote des Libyens. Ben non, on a créé, si vous voulez, une espèce de monstre à côté que l'on a reconnu immédiatement. Le gouvernement reconnu, l'Assemblée reconnue, aujourd'hui les deux se font la guerre. Et on voit arriver la Turquie. Mais il n'y avait pas d'autre issue que la guerre. Pourquoi? Parce que le problème de base n'a pas été réglé, c'est l'éradication des milices. Pour que ce gouvernement d'union nationale puisse avoir une véritable légitimité démocratique issue de ses relations avec le Parlement élu démocratiquement, encore fallait-il d'abord éradiquer les milices. Parmi les milices qui soutiennent Sarraj, vous avez des milices qui ont été payées par l'Italie. Payées par l'Italie, pourquoi? Pour éviter que sur le territoire que ces milices contrôlent, il y ait un transfert d'êtres humains de la Libye vers l'Europe. Bien. Ce trafic continue et il part toujours des mêmes territoires tenus par les mêmes milices. Alors cette conférence de Berlin de ce week-end dont on parle tant, comme la conférence de la dernière chance, vous y croyez, vous? Il va y avoir des déclarations, ça c'est certain. Mais si vous voulez, maintenant, c'est ce qui est plus grave. C'est le risque de déstabilisation de toute la région. L'intervention des troupes turques sur le terrain, souvenez-vous quand même que l'Algérie a répondu à cette question. Ils ont attention. Il n'y a pas à ne pas franchir. Je vous rappelle quand même que vous prenez une carte, vous savez, la géographie explique tout. Regardez les frontières, regardez le sud de la Tunisie, le sud libyen, vous verrez les axes de passage vers le sud algérien et les risques de déstabilisation du sud algérien. Vous avez l'Égypte, qui est quand même une puissance régionale, qui a répondu par avance à cette intervention. Vous arrivez dans la confrontation entre le monde ottoman et le monde arabe. Vous avez un choc frontal entre deux cultures et deux civilisations. On refait le monde, on refait l'histoire, pardon. On refait l'histoire, si vous voulez. Certains disent d'ailleurs que l'histoire est sous d'autres formes un éternel recommencement, vous en avez la preuve. Et alors, à partir du moment où vous avez ce risque de conflit, qu'est-ce qui peut prévoir l'avenir? Est-ce que ce conflit ne peut pas s'étendre dans le golfe Persique? Allez, dans le golfe Persique, vous avez une guerre oubliée, celle du Yémen. Bien. 4 ans, ça dure. 4 ans. Bien. Est-ce que l'on a fait à l'égard de ceux qui ont pris l'initiative de cette guerre, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, les mesures qui ont été prises à l'époque contre la Syrie? La réponse est non. La France, l'Allemagne, les États-Unis continuent de vendre aux Émirats Arabes Unis et à l'Arabie Saoudite des armes qui vont être utilisées sur le terrain contre les populations civiles. Il y a eu des rapports qui ont été faits, qui ont été rendus publics en France. Vous avez remarqué d'ailleurs que les journalistes qui les avaient rendus publics ont été poursuivis. Simplement ces rapports internes à la DGSE indiquaient que les canons César livrés par la France en Arabie Saoudite étaient utilisés au Yémen. Bon, vous voyez, il y a un constat. C'est qu'un enfant yéménite, il vaut moins cher qu'un Charles Leclerc. Donc ça n'a pas d'importance. La France n'a jamais autant vendu d'armes à travers le monde. Jamais, mais si vous voulez, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont parfaitement compris que pour s'acheter, je dirais l'allégeance, je ne dirais pas le soutien, mais l'allégeance de certains pays occidentaux, il suffisait de leur acheter des armes. Alors ils achètent des armes. Vous et moi. L'armée des Émirats Arabes Unis. La population est suffisamment importante pour former des pilotes d'avions, d'hélicoptères de Mirage, de Rafale
conduire des chars Leclerc. Non, ce sont vous avez des mercenaires pakistanais, sri-lankais qui sont aux commandes. Si vous voulez l'Arabie Saoudite, regardez l'Arabie Saoudite, ce pays de 20 millions d'habitants a été incapable d'avancer dans le cadre du conflit au Yémen. Ce sont les milices outils. Ils ont en face d'eux les milices outils. Ils peuvent avoir des missiles, ils peuvent avoir des hélicoptères, des canons César et des chars Leclerc. Toujours la même situation. Et ce sont les mêmes qu'on retrouve dans la zone du Sahel en train de déstabiliser, en finançant certaines parties. Ça, si vous voulez, c'est la guerre par procuration. C'est la guerre par procuration, mais pourquoi c'est la guerre par procuration? Ils ont institué un embargo contre le Qatar. Et le Qatar dit, puisqu'ils ont institué un embargo en ce qui nous concerne, eh bien, ils sont engagés, on va soutenir en Libye ceux qui combattent. C'est la guerre par procuration. Pour finir, maître, on va revenir sur le Sahel, encore une fois. Comment vous le voyez l'avenir? Vous aviez déjà, il y a quelques années... Comment je vois l'avenir, si vous voulez? Mais je vous dis, on en revient toujours... Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faudrait... D'abord, c'est donner aux États du Sahel les moyens de restaurer leur autorité. C'est la première chose. C'est la première chose à faire. Juste une seconde, je veux dire. Oui. Après le G5 Sahel, il y a un constat qui a été fait. Oui. C'est une arme nouvelle, entre guillemets. Il y a d'un côté les États, les gouvernants, et de l'autre le peuple. Le peuple vit de plus en plus mal la présidence française. Le peuple réagit de plus en plus mal à ce non-dialogue par rapport à la réalité du terrain. Des gens continuent à mourir au Burkina, au Niger, au Mali, et pourtant ça fait des années qu'on annonce des investissements plus ou moins faramineux. Mais il n'y en a jamais eu d'investissement. Si vous voulez, il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'armée française. Si Barkhane n'était pas là, les milices, les katibas islamistes seraient à Bamako. Si vous voulez, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher. Bamako demain, Ouaga dans 15 jours, si vous voulez. C'est tout à fait clair. Comme je vous l'ai dit, 4600 hommes ne peuvent pas contrôler un territoire de 575 000 km² concernant le Nord Mali, plus de 800 000 km² si vous comptez le nord-ouest du Niger et du Burkina Faso. Il faut d'abord donner aux États les moyens de reprendre place sur les lieux. Vous avez des populations au Nord Mali, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de cours, il n'y a plus d'éducation. L'État est totalement absent, Donc lui donner les moyens, à la fois les moyens structurels d'une part, et les moyens armés. Vous avez, je prends l'exemple du Mali, vous avez des officiers maliens de très grande qualité, très grande qualité. Vous avez une culture de l'armée malienne, à l'époque, si vous voulez, où le régime était socialo-communiste et la formation des officiers se faisait à Moscou. Mais il faut donner des moyens à l'armée, des moyens en communication, des moyens en armement, des moyens de transport. Vous avez combien d'hélicoptères dans l'armée malienne? Combien vous en avez? Vous en avez 4 ou 5, pas plus. Acheter d'occasion. C'est pas là une force armée. En l'espace, depuis 4 ans, on avait largement le temps de former une armée malienne afin de répondre à l'action terroriste. Mais, si vous voulez, c'est la grande difficulté, il y a aussi qu'il y a un barrage, un obstacle, ce sont les accords d'Alger. Les accords d'Alger, si vous voulez, sont très clairs là-dessus. L'armée malienne, si vous a perdu le contrôle, si vous la réarmez ou si vous lui demandez, si vous donnez à l'État malien la possibilité d'agir et d'intervenir au Nord Mali, de restaurer son autorité, eh bien à ce moment-là, vous allez vous heurter aux accords d'Alger. On revient toujours à ça.
On en revient toujours à ça. C'est le mal originel. L'intervention de la Libye d'une part, en Libye d'une part, la guerre faite à la Libye d'une part, d'autre part les accords d'Alger. Voilà. On en revient toujours. Vous en revenez toujours à ces deux axes. Ce qu'aurait dû faire, ou ce que pourrait faire la France, ce que devrait faire la France, justement, c'est de dénoncer cette situation. Dénoncer cette situation à l'ONU, dénoncer cette situation auprès de l'Union européenne. Elle pourrait prendre des initiatives auprès de l'ONU d'une part, auprès de l'Union européenne d'autre part, mais à la condition de faire entendre sa voix. Comment la France peut-elle accepter? Donc clair, comment peut-elle accepter que la force Barkhane soit la seule force d'intervention européenne dans le Mali? Peut-être parce qu'elles se sont concernées. Mais non, ça se sent à l'origine. Pas du tout. Vous savez combien ça coûte? Barkhane, tous les jours, tous les mois, à la France. Est-ce que ça ne fait pas partie de cette France-Afrique qu'on dénonce tant? Non, pas du tout. C'est tout simplement... mettez de côté, si vous voulez, la France-Afrique, j'aime pas trop, moi, si vous voulez, cette expression, mais c'est tout simplement le fait que nos dirigeants n'ont pas d'ouverture d'esprit, n'ouvrent pas le périmètre. Quel est l'intérêt de la France de sous-traiter la communauté internationale? Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de la France de tout prendre à sa charge, en sachant qu'il devrait y aller à plusieurs? Bien, si vous voulez, c'est qu'on a une politique qui n'est pas une politique de longue vue. Sous le quinquennat de François Hollande, on est intervenu à juste raison pour éviter que Bamako tombe. Mais il fallait immédiatement interpeller à la fois l'ONU d'une part et l'Union européenne pour dire attention, voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés et voilà quels sont les moyens qui doivent être mis en place et quelle est la politique qui doit être mise en place. C'est ça qu'il fallait faire. Mais à partir du moment où ça n'a pas été fait, bien la situation a perduré. Et comme nous avons actuellement un président et un gouvernement, n'oubliez pas quand même, la terminologie est importante, hein. Le ministère des Affaires étrangères est devenu le ministère des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Donc la politique européenne, c'est l'objectif. Le reste devient accessoire. Bon, on est au Niger, on est au Sahel, on est au Mali, peu importe, on a hérité de cette situation. Bon, ben, on essaye de porter le fardeau, sans voir quelles sont les conséquences qui, tous les jours s'aggravent. Comme vous disiez, fort justement, par rapport aux populations qui ne peuvent pas comprendre, d'une part, et par rapport à la déstabilisation de la sous-région et les conséquences concernant les frontières sud de l'Europe. C'est ce que l'on oublie. La Libye, c'est l'ouverture vers l'Europe, c'est la sécurisation de nos frontières sud. Vous avez des flux de population qui partent, les malheureux de Côte d'Ivoire, du Ghana, non pas du Ghana, du Mali, pour rejoindre à toute force le continent européen. C'est la sécurisation de nos frontières. Mettre en place une véritable politique de coopération et de co-développement. Mais quand vous pensez, prenez par exemple la coopération, la France n'a plus les moyens. Pourquoi? Elle n'a plus de budget de coopération. Elle abonde le budget de coopération de l'Union européenne. C'est le premier contributeur. Vous ne voyez plus la présence française, elle n'est plus lisible, elle n'est plus crédible à partir du moment où vous ne voyez pas la contribution qu'elle apporte au développement des pays européens. Et lorsqu'un État d'Afrique francophone, par exemple, pour le financement d'un projet, demande son aide à l'Union européenne, il est obligé de passer par les ambassades de l'Union européenne. Ce sont elles qui valident les projets, ce qui fait que vous avez un ambassadeur suédois qui peut se trouver par exemple au Sénégal ou au Congo-Brazzaville, un Danois qui peut se trouver au Niger ou en Côte d'Ivoire, etc. La France, de ce côté-là, a abandonné ce qui constituait sa politique propre. La France devrait reprendre sa capacité, abandonner le budget européen, sa contribution au budget européen,
mais tout simplement dire en raison des liens historiques et culturels qui nous unissent à, à ces pays-là, nous allons être maîtres d'œuvre avec ces pays-là et en collaboration avec ces pays-là de l'aide que nous devons leur apporter. On lit couramment, si vous voulez, que le Rwanda a eu un taux de croissance exceptionnel, etc. Mais ça s'est fait sur quoi? Sur sa quasi-annexion du territoire de la République démocratique du Congo. Quasi-annexion. Bien. C'est ce qui a permis, si vous voulez, ce développement. Bien. Regardez. Lorsqu'il a fallu, lorsque le mandat de la secrétaire générale de la francophonie est venu à terme, bien, qui la France a-t-elle soutenu? L'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui n'avait pas arrêté de tailler des croupières à la France dans le cadre de sa prétendue responsabilité dans le génocide rwandais. On l'a soutenu comme secrétaire général de la francophonie, alors que le régime Kagame a substitué l'anglais au français, qu'il a adhéré au Commonwealth. On ne va pas l'oublier ici. Quel crédit peut-on avoir? Sur le plan international d'abord, sur le plan africain en particulier, et auprès des populations. Je pose la question. Je peux en avoir. Qu'a fait l'Europe? Au niveau, sur le plan de la compétence universelle, on a laissé le soin, par exemple, à des jurés belges ou à des jurés français de statuer, de se pencher sur la responsabilité de personnalités issues de la société Hutu concernant ce génocide. Vous croyez vraiment qu'un juré belge ou un juré français a la compétence voulue ou nécessaire? Ça devrait être un grand projet africain. La création d'une cour de justice criminelle africaine. Ne pas être sous l'autorité de la Cour pénale internationale, qui est inféodée, bien entendu, aux grandes puissances. Bien. Et la présence de sa procureure gambienne, en réalité, n'était qu'un alibi. Et alors, ce qui est assez curieux, vous savez qu'en réalité, concernant la Cour pénale internationale et l'adhésion des pays africains à la Cour pénale internationale, ce sont des juristes africains qui ont été en première ligne pour demander que les États africains adhèrent à la Cour pénale internationale dans le cadre de cette compétence, si vous voulez, universelle. Non, là, l'Afrique, l'Union africaine devrait créer une Cour de justice criminelle. On a bien vu qu'au Sénégal, Sénavré a pu être jugé. Personne n'a critiqué les conditions dans lesquelles la procédure a été menée, dans lesquelles l'audience de jugement s'est déroulée. Vous pouvez créer une cour de justice criminelle à l'échelle de l'Afrique, ad hoc dans un premier temps, et ensuite une cour définitive. Ça éviterait ce genre de choses. Ça permettrait de calmer les ardeurs, si vous voulez, belliqueuses, de tel ou tel chef d'État concernant l'appropriation des terres d'un autre État en état de déshérence. Un mot sur la Côte d'Ivoire. À votre avis, la brouille Soro-Ouattara ira-t-elle au bout? Est-ce que ce ne sont pas deux personnalités qui sont obligées de s'entendre de toute façon, sinon ils se tirent tous les deux balles dans le pied? Moi je crois tout simplement que Ouattara ne pouvait pas s'entendre avec Soro à partir du moment où Soro avait décidé et avait annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle et qu'il s'était rapproché de Bédié, qui est le principal adversaire de Ouattara. Bon. Moi, je crois que la politique, c'est l'art du réel. Bédié, plus Soro, plus Gbagbo, c'est pas une minorité, ça fait une majorité. Bon. Alors, si la minorité considère que cette majorité
n'est pas possible, vous allez aller à des incidents graves, à des affrontements. Vous avez le même problème. Vous savez, moi je dis souvent que la grande chance des dirigeants africains, c'est d'avoir comme peuple les Africains. Il n'y a pas de peuple qui supporte le plus ce quotidien. Les gens se lèvent très tôt, vous allez dans n'importe quelle ville africaine, vous allez voir 5h30, 6h du matin, les gens marchent parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Ils marchent pour aller chercher du travail ou assurer leur travail, payer une misère, une poignée de francs CFA. Regardez la Guinée. Regardez la Guinée. Vous avez élu dans le cadre d'un processus démocratique un grand combattant de la démocratie, nous dit-on. Vous savez, souvenez-vous à l'époque, soutenu par Kouchner, etc., l'international socialiste. Ben, écoutez, quel âge a-t-il 81, 2, etc. Il veut se représenter une troisième fois, ça ne lui suffit pas. Et là, en portant le mandat présidentiel à 6 ans et non plus à 5 ans. Demandez-moi pourquoi le mandat présidentiel pas de 5 à 6, vous ne savez pas. Bien. Et franchement, vous avez déjà une trentaine de morts. Trentaine de morts. Là encore, je vais vous poser une question. Fait la communauté internationale. Elle appelle les partis à la raison. Il ne peut pas y avoir de raison à partir du moment où le parcours qui est suivi par le chef de l'État est un parcours qui consiste à s'approprier le pouvoir, comme si vous avez des dirigeants africains qui considèrent qu'une fois qu'ils sont élus, une sorte de monarchie, transmissible d'ailleurs à leurs enfants, petits-enfants, ou ce que vous voulez, prenez n'importe quel pays, prenez n'importe lequel. Ils sont en place, ils y restent. Ça sous combien 27, 29 ans, je ne sais plus combien, Obiang une trentaine d'années, Alpha Condé 10 ans, ça ne lui suffit pas, il lui en faut 6 supplémentaires, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Et qui sont les victimes? Ce sont les populations. Regardez les richesses des pays que je viens d'énumérer. Voilà. Prenez l'exemple du Congo, de la Guinée. Les richesses, l'exploitation de ces richesses. Là, ne dites pas que c'est la France. La Guinée, ce sont les Russes et les Chinois. Bien. Le Congo-Brazzaville, c'est un peu le pétrole, c'est un pays qui pourrait être autonome sur le plan de l'alimentation. Il importe. Vous êtes allé à Brazzaville? Saison des pluies, vous avez des torrents de boue qui se déversent dans les quartiers. Mais souvenez-vous, vous savez, le monument, la fondation Brazza, avait assigné l'État congolais, car l'État congolais ne respectait pas les engagements qu'il avait pris. Ça ne peut pas continuer comme ça, alors qu'il y a l'émergence d'une jeunesse africaine, peut-être trop pressée, mais je pense que, ne fût-ce que sur le plan politique, vous avez des personnalités émergentes. Le rôle, si vous voulez, de... Je prends l'exemple de la France. Vous allez me dire, vous voulez revenir à la France-Afrique sous un angle différent. Non, je dis simplement que pour assurer la stabilité de ces pays dans le cadre de rapports d'égal à égal, la France devrait soutenir un certain nombre de personnalités politiques émergentes qui peuvent être demain la future classe politique. Elle remplirait son rôle. Ces gens-là, la plupart du temps, ont suivi un enseignement en français, des études en France, au lieu de s'en tenir à ces schémas totalement stéréotypés. Leur dire, bon, maintenant, ça suffit. Le président Alpha Condé devrait avoir un avertissement ferme, à la fois de la France, où la France devra en prendre l'initiative, de l'Union européenne et des Nations Unies. Il l'a eu. Il a eu ces avertissements. L'ambassadeur des États-Unis l'a dit, les États-Unis l'ont dit, que ça, il faut aller plus loin. Attention, vous voulez poursuivre dans cette voie, nous allons prendre un certain nombre de mesures. Et les mesures, elles sont simples. Le gel des avoirs à l'étranger. Commencez par là, vous allez commencer à ouvrir le livre.